Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur la parenthèse drame à Boycan. Un homme a brûlé 3 de ses enfants après avoir su qu'il n'était pas leur vrai père. La scène macabre a eu lieu dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 août dernier dans la ville Carrefour. La méthode trouvée par cet homme donc pour faire souffrir son conjoint coupable d'adultère a été des plus extrémistes. Nous évoquons ce crime passionnel avec en point d'orgue une question. Comment déterminer la paternité? Mais avant, on se met en condition. D'abord, la minute de l'humoriste, puis Maude pour évoquer le mannequinat. Avec les Six Sports, on va continuer par parler des surnoms des équipes de la NBA. Madame, monsieur, la parenthèse est ouverte. Et on suit une fois encore la série que nous propose Eliphaz depuis lundi dernier, pardon. C'est bien sûr Mon problème et moi. Le sentier de ma vie. Donc depuis je te parle, tu ne me réponds pas. Tu penses que c'est un plaisantin qui t'envoie crédit 100 francs, 100 francs là? Tu penses que c'est eux qui peuvent faire quelque chose? Au moins, eux, ils me donnent crédit 100 francs, 100 francs. Là. Toi, tu me donnes quoi? Le 14 est là, maintenant, les gars sont en train de penser à quoi? Ah, donc c'est à cause du 14 que moi je te parle, tu ne me réponds pas. Mais est-ce que toi tu sais ce que moi j'ai prévu pour le 14? Ouais, elle rit même. Tu ne sais pas ce que moi j'ai prévu. Toi tu es mon miel la mer. Et moi j'ai prévu tout un tas de choses. Je te dis, je vais t'offrir un cadeau, quelque chose que tu auras du mal même à oublier. Non! Je te dis, je vais te sortir le grand jeu. Ce que tu n'as jamais vu. Je te dis, je te prépare une surprise. Oh! Moi j'ai prévu trop de choses. Mais quand on dit que la femme a un cerveau de poulet là, vraiment c'est vrai. Parce que donc c'est à cause du 14 là que moi je te parlais, tu ne me réponds pas. Ok. Je vais sortir tout à l'heure. Quand je vais revenir, tu verras. Je vais t'envoyer un cadeau que tu auras du mal à oublier. Surprends-moi. Je vais te surprendre. Un cadeau. Toi-même, Eliphaz. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je te dis, tes copines vont t'envier. Elles vont t'envier. Oh, mes copines, moi. J'attends. Attends, tu vas voir. J'attends de voir. Attends. Et pour charger statut de vie. L'amoureuse. Vraiment, je suis contente pour toi. Et tes iPhone dont tu as toujours rêvé, là, tu as vu ça enfin. Avec un dîner, tout et tout. Je t'envie, oh ma soeur, mais pas aussi tant. Mon mari aussi me réserve une grande surprise. Attends pour voir. En tout cas, d'ici peu de temps, on a chargé statut de kaka boy. Amayon blanc a dit bla bloqué. Attends pour voir. Je ne t'envie même pas. Non, t'es beau. Tu connais mon mari, non? Attends, ici. Et donc, un homme bleu des yeux. Et il m'a déjà dit qu'il a une grande surprise pour moi. C'est pas comme l'année passée. Attends pour voir. Il est même déjà là. Il est là. Attends. Moi, j'aime mon cadeau qui est là. Je te reviens. Bébé. Oui. Non. Et on va faire comme en Europe. On fait comme en Europe. Tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Je ferme les yeux. On n'ouvre pas. Oui, ferme les yeux. On n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. Tu fermes les yeux, hein? Fermé. Ok. On ferme les yeux, hein? Fermez les yeux. Ok. Allez, c'est ton cadeau. Je vais On ouvrir. ouvre les yeux. C'est quoi ça? C'est ton cadeau, non? C'est ton cadeau, j'ai envoyé comme ça. Mon cadeau. Hein? Il y a même I love you. Il y a même I love you dedans. Il y a I love you dedans. Mais c'est pas le cadeau. Et c'est avec ça là, il va fêter Saint-Valentin. J'ai payé ça avec tout mon amour, hein. Tu as payé ça avec tout. Je vais faire quoi avec ça? Ah. Je vais faire quoi avec ça là, ici? On n'a même pas de l'espace déjà. Je vais faire quoi avec ça? Yo, mais
Hein? Pendant que mes copines sont en train de recevoir iPhone 11, en train de dîner de gala. Hein? iPhone 11. Même si on vend tous les habitants de mon village réunis là, ça ne peut pas payer iPhone 11. Hein. Et moi, j'ai fait quoi avec ça? Il y a I love you là. Arrête de me dire qu'il y a I love you écrit dessus. J'ai fait quoi avec ça? Pendant que j'ai déjà appelé mes copines pour leur dire que je vais remplir mon statut là. Qu'est-ce que je vais mettre sur ça maintenant? Il faut mettre, tu mets Nounous là avec tout mon amour dessus. Je vais mettre avec tout mon amour dessus. Eli, ko joko jendo adia. Eli, ko joko jendo adia. Hein? Pourquoi nous donnons un mimo, Eli? Pourquoi nous donnons un mimo? Comment moi je vais faire maintenant? Hein? Et j'ai déjà appelé le Nawa, donc une boule, pété, parce que j'avais confiance en toi. Arrête de... Voilà. Regarde maintenant, Nawa, elle est en train de m'appeler. Hein? Allô? Nawal? Devine toi aussi. Il y a donné le lien ton clon Bawai. iPhone de Aïbro zéro statut j'ai vraiment si boîte j'ai avoir point de alors chez mes filles il m'a ramené un iPhone moi aussi. Il m'a ramené un coffret même et dedans il y a un bracelet, chaîne, bague en or avec une belle robe et on ira dîner ce soir. Et devine encore. Il y a d'avion sur Dubaï ici. Tu m'as. Tu ne peux pas attendre que je finisse la paix. Hein? Tu ne peux pas attendre. Faut mentir. Pour mentir, Jean. Est-ce que toi tu sais comment elles font pour remplir le statut là-bas? Ou bien qui va se négliger? Dans Saint-Valentin, qui va se négliger? Mon problème et moi, c'était à l'instant Eliphaz Mylène Fanou, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour aux amis téléspectateurs. Mais c'était quand même un beau cadeau, hein, n'est-ce pas? Oui, c'était un beau Un cadeau. gros nounous, Un ouais. gros nounous, oui. On en a tellement reçu. Quand on en a tellement reçu, plutôt, ça ne devient... ce n'est plus rien de spécial, Hermande. Ah, mais c'était Elle est mariée depuis combien d'années déjà et pour la Saint-Val, on lui offre un gros nounous alors qu'elle n'a même pas de place chez elle. Ça fait bizarre. Ce matin, tu as misé sur du vert. Oh oui. En face de toi, il y a du gris. Et on voit donc dans l'ouverture V au niveau du cou, on entrevoit un pendentif K, comme pour dire Kenya Ondé. Rebecca, bonjour. Bonjour Elmon, quelle présentation. Bonjour aux téléspectateurs. Mylène, bonjour. Bonjour Rebecca. Rebecca, si je t'offre, si ton homme t'offre un nounous, quand même, dis-lui merci tout de même. Ouais, je dirais merci parce que après tout, c'est le geste qui compte. N'est-ce pas? Tu es sûr que c'est Lies qui compte? Oui, c'est le Sûr. geste qui compte. Très Sûr. sûr, très sûr. Sûr. Mhm. Mais pourquoi tu insistes comme ça, Elmon? On dirait que tu en sais quelque chose. En tout cas, je ne vais pas tout dévoiler à l'antenne. On t'installe tout de suite et maintenant. Maud. Rebecca, aujourd'hui, tu nous parles du mannequinat. Tout à fait. Un métier exclusivement féminin au départ, mais qui aujourd'hui est fortement côtoyé par les hommes. Le mannequinat débute réellement au milieu du 19e siècle sous l'impulsion de Charles-Frédéric Worth, essayeuse, puis sosie. Le terme de mannequin ne commence à être utilisé qu'à partir du 20e siècle. Être mannequin s'apparente très souvent au glamour, à une vie gracieuse, mais peut-être que l'apparence est trompeuse. Il nous le dira certainement puisqu'il est déjà avec nous sur ce plateau. Akram Adeshokan, bonjour. Bonjour. Vous êtes mannequin professionnel, vous exercez ce métier depuis 2016, vous côtoyez, vous connaissez sans nul doute les rouages de ce job. Déjà, dites-nous, quand on parle de mannequin, c'est quoi? Merci beaucoup. Alors, déjà, le mannequinat, comme vous l'avez dit, c'est par définition le métier du mannequin. Quelqu'un qui s'expose pour mettre en valeur, valoriser les produits de la mode. Et le mannequinat, pour moi, c'est beaucoup plus, c'est autre chose aussi. C'est aussi le voyage, c'est aussi la découverte, c'est aussi le partage, les échanges, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Donc oui, le mannequinat, c'est un peu tout ça. D'accord. Alors, comment en êtes-vous arrivé à être mannequin aujourd'hui? Est-ce un rêve de petit enfant qui se concrétise ou une passion qui s'est développée au fil du temps?
Pour être franc, au début, le mannequinat ne m'intéressait pas vraiment. Ce qui m'intéressait dans la chose, c'était les photos. Je voulais avoir des photos professionnelles et c'est ce qui m'a poussé à me lancer dans la recherche d'une agence. L'objectif à la base, c'était avoir des photos professionnelles, juste des photos, et je me suis laissé séduire par le métier. Alors parlez-nous un peu du quotidien d'un mannequin. Le quotidien de mannequin, c'est déjà, ça rime avec le bien-être. Il faut être en forme, il faut être à l'aise dans sa personnalité, dans son corps. Et dès que c'est déjà comme ça, bah, au dehors, le public, tout le monde le verra aussi de la sorte. Du coup, le quotidien d'un mannequin, c'est prendre soin de lui, c'est se mettre en forme, c'est les castings, c'est les événements, c'est la mode, c'est les photos, les shootings, les magazines, c'est beaucoup de choses. Alors, Akram, Oui. le quotidien aussi d'un mannequin, c'est contrôler tout ce qu'il mange pour avoir fière allure. Mhm. Comment est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut éviter de manger n'importe comment. Bah, moi, personnellement, je ne peux pas éviter de manger n'importe comment. Donc, c'est mort, je ne peux pas faire de mannequinat. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour garder l'allure? Bon, ça dépend parce que c'est vrai que quand l'alimentation, elle est vraiment à contrôler, quand on mange n'importe comment et qu'on n'associe pas ça avec du sport, forcément, ça ne va pas aller. Et le mannequin, par définition, lui, son métier, c'est de mettre en valeur son corps. Donc, il faut vraiment prendre soin de son corps. Pour un homme, c'est important de faire du sport pour Évidemment. réguler tout ça, éliminer les toxines et toujours être au meilleur de sa forme. Pour les femmes aussi, c'est important de faire du sport. Et pour celles qui n'aiment pas faire le sport, là, l'alimentation devient stricte. Il faut vraiment respecter beaucoup de choses parce que les mensurations sont à respecter. Les mannequins doivent respecter certaines normes. Et du coup, ça devient un peu compliqué à certains niveaux. Ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'un mannequin a de vie privée? Bien sûr, tous les acteurs ont des vies privées, ont une vie privée. Rassurer nos téléspectateurs que vous n'êtes plus un cœur à prendre. C'est Ou elles peuvent exactement toujours ça. poser les candidatures. Ah non, le CV est fermé. Est-ce que vous n'êtes pas, il en parlait tout à l'heure, est-ce que vous n'êtes pas dérangé à longueur de journée, les dragues et autres? C'est vrai que vous êtes un homme, mais vous ressentez ça aussi, non? Est-ce que beaucoup de femmes ne vous dérangent pas? Bon, on peut dire ça, mais je pense que ce n'est pas forcément propre au mannequinat. C'est à peu près, on remarque ça partout. Il suffit d'être remarquable pour se faire remarquer. Donc, ce n'est pas forcément associé au mannequinat. Et dans le mannequinat, bah oui, forcément, ça se passe, mais il faut savoir ce qu'on veut et savoir que voilà, on ne peut pas courir après tout dans la vie. D'accord. Alors, est-ce que le métier de mannequinat s'apparente ou ressemble à de la débauche? Parce qu'on voit que beaucoup de parents peinent, beaucoup de parents n'aiment pas envoyer leur enfant tout simplement dans ce milieu parce qu'ils estiment que c'est un milieu qui est beaucoup côtoyé par la débauche, tout ce que vous voulez. Déjà, vos parents ont pris la nouvelle comment au début? Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment fait confiance et qui m'ont laissé explorer ce que j'avais envie d'explorer. Au début, ils ne comprenaient pas vraiment et c'était plutôt drôle de me voir marcher à la maison, répéter, m'entraîner. Et ils ont commencé petit à petit à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Et au début, on se moquait de moi, mais après, ils ont commencé à comprendre et ils ont finalement accepté la chose. Donc oui, ça peut se faire. Et concernant la débauche, moi je ne dirais pas que c'est un métier de débauche. C'est vrai on côtoie beaucoup de choses. On côtoie la fête, on côtoie le divertissement, beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le mannequinat qui est associé à ça. Non, non, non. C'est beaucoup plus culturel. C'est vrai que les gens en ont fait certaines choses. Les gens ont mal abusé de la chose. Et on a eu beaucoup de cas de débauche, comme vous dites, mais ce n'est pas que le côté négatif de la chose qui est important, qu'il faut retenir. Il y a aussi des aspects positifs et c'est comme ça dans tous les autres secteurs. Certainement. Alors, on remarque très souvent lors des expositions, les stylistes, les créateurs vous habillent et peut-être que vous restez debout pendant des heures, peut-être parfois même sous le soleil. Est-ce que cela n'a pas un inconvénient sur votre santé? Exactement, ça a beaucoup d'inconvénients et ça fait partie disons, des inconvénients du métier. Donc, un mannequin, effectivement, peut se retrouver à certains stress, confronté à certains stress, des essayages qui durent 5 heures de temps, avec un styliste qui est peut-être très à point sur n'importe quel détail, il veut tout voir, tout répéter, tout échanger. Donc,
C'est vraiment compliqué à certains niveaux et c'est justement ce qui pousse le mannequin à être en forme. Il est important pour un mannequin de respecter son aliment, d'avoir une très bonne alimentation, une alimentation équilibrée, de s'hydrater, pardon, de beaucoup boire d'eau et de ne pas se retrouver dans des circonstances où il pourrait se faire du mal à lui-même dû au stress auquel il sera confronté. Oui. Donc c'est très important de veiller à tout ça. Oui, veiller à son alimentation, mais est-ce qu'il n'y a pas des vêtements qui vous étouffent? Bien sûr, il y a des vêtements qui nous étouffent, on Et se retrouve comment dans- vous faites quand on vous voit en train de défiler dans ces vêtements? Nous, on a l'impression que Les vêtements vous bizarres qu'on oui, comprend même vous pas. vous étouffez, mais vous ressentez ça comment? Comment on vit est-ce que la vous faites? chose, on vit la chose. Le métier du mannequin, c'est de donner vie aux produits du créateur. Donc, c'est important pour nous de nous imprégner de la tenue, de la création qu'on a sur nous et de vraiment nous donner au maximum pour la mettre en avant, pour mettre le produit en avant. Donc oui, je peux vous demander aussi comment vous faites pour être aussi charismatique. Demander à mon très cher ami comment il fait son travail. C'est à force de faire. D'accord, à force de faire, oui, c'est peut-être vrai. Alors, oui, Mylène, Mylène, tu as une Oui, question? Akram, hein, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors dis-nous, hein, si tu n'avais pas ce physique, est-ce que tu aurais pu te lancer vraiment dans le mannequinat? Bien sûr. Tu fais un Sérieusement, mètre, parce que non, moi, 93. déjà quand je 93, parle C'est bien ça. du physique, je ne parle pas que De de la sa taille, je parle aussi De l'allure. Quand tu De- vois oui, l'allure, ah oui, parce ah qu'il oui. faut le reconnaître, tu es bien mignon, bien beau. Ah, Donc tu reçois des compliments même en direct. Que dire? malgré non, même pas avec ce physique, tu aurais pu te lancer. Bien sûr, le mannequinat, ce n'est pas forcément associé à la beauté. La beauté, c'est beaucoup plus associé à l'art. La beauté se trouve même dans les choses les plus laides. Les choses que vous voyez peut-être aussi laides, aussi bizarres, peuvent cacher en fait une beauté que le métier en fait saura mettre en avant. Donc c'est un peu ça. Le secteur de la mode, c'est un secteur vraiment intéressant. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de trucs prédéfinis. Vous pouvez voir quelqu'un qui va vous sembler vraiment laid, vraiment bizarre, mais c'est cette personne-là qui sera choisie par les plus grandes marques. Ouais, Bien sûr. c'est vraiment étonnant, on ne comprend oui. pas. Ben, nous, de l'autre côté, quand on suit un défilé, on est plus attiré, plus intéressé quand le mannequin a une jolie tête, a Voilà, un joli voilà. visage, a belle allure. Le créateur ne Exactement. regarde pas forcément ça, Pas forcément, il y a des créateurs qui sont beaucoup plus intéressés par la particularité. l'allure. Oui, l'allure, la particularité du mannequin, sa personnalité surtout. Oui. Alors, l'autre point aussi, est-ce qu'il n'y a pas un peu de concentration? Parce que quand on défile devant toute une foule et on regarde droit devant soi, quand on est déconcentré, est-ce qu'on ne peut pas fléchir? Exactement, c'est pour ça que tout ça s'apprend. C'est pour ça qu'il faut passer par les agences, il faut suivre une formation pour être mannequin, il faut savoir marcher, il faut savoir poser, il faut beaucoup de choses pour ça. La formation, ça peut durer combien de temps comme ça? Et généralement 6 mois, il faut 6 mois intenses pour se préparer à être mannequin, apprendre les bases et maîtriser tout ça. Mais moi, j'ai plutôt une question qui va dans le même sens. Allez-y. Quand on fléchit, quand on trébuche, parce qu'il y a des mannequins qui trébuchent, il y a des mannequins qui font des faux pas, comment est-ce que ça se passe dans la tête? Comment est-ce qu'on rebondit après? Tout ça, ça dépend de la personne. Je connais des mannequins qui ont trébuché sur le podium, mais Ça ne t'est jamais arrivé? non, ça ne m'est jamais arrivé, personnellement, jamais. Et je connais des mannequins qui ont trébuché sur le podium, mais tout de suite, ils se rattrapent, ils continuent, ils terminent leur marche. Mais dès qu'ils entrent dans les coulisses, c'est des larmes, ils explosent en larmes, c'est l'émotion, c'est tout ça qui prend le dessus. Et c'est plutôt normal parce que tu te concentres, tu te prépares à tout ça, à faire une prestation vraiment sans faute et à la fin tu te retrouves à faire un faux pas, c'est normal que ça joue un peu sur le moral. Donc c'est important d'avoir un fort, exactement, un mental fort et préparé pour la chose. Mais Est-ce ça, que avec les hommes, ce n'est pas plus facile? Parce qu'avec des femmes, ce sont des mobiliser des escarpins, talents. des talents. Ce n'est pas Exactement. facile Ce n'est pas déjà de facile, marcher c'est- avec et puis de marcher devant un grand monde, c'est difficile. Alors, Becca, si tu permets, on va en venir au plus important. Quand on travaille, c'est pour oui, c'est oui, pour oui. se nourrir, Est-ce n'est-ce que pas? ça Bien nourrit sûr. son homme, le métier? Bien sûr, le métier... Sous nos cieux. Pardon? Sous nos cieux.
Sous nos cieux, justement, c'est là que ça se complique un peu parce qu'on se rend compte que le métier du mannequinat n'est pas vraiment dans la culture. Par exemple, des designers, ou je dirais pas des designers, mais des gens qui veulent faire de la publicité pour un produit, généralement, ils optent pour le moyen le moins cher, le plus facile. On prend quelqu'un de la famille, un petit cousin, un petit ami, quelqu'un Pour peu qu'il Exactement. soit présentable, ou pour peu Exactement. qu'il Et c'est- sache poser devant Exactement. un appareil photo. C'est tout ça qui vulgarise un peu le métier et qui rend ça un peu compliqué pour les mannequins de vivre vraiment de leur métier. Et ça, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, sous nos cieux. Sous d'autres cieux, c'est beaucoup plus intéressant. C'est tous les jours, c'est des castings, c'est des événements, c'est des programmes qui sont prédéfinis sur plusieurs mois. Donc, oui, le métier nourrit vraiment son homme. Ouais. D'accord. Vous avez- Alors, oui, vas-y, vas-y. une anecdote depuis que vous avez commencé. Une anecdote. J'en ai pas vraiment, mais je vais peut-être profiter de ce canal en direct pour souhaiter bon anniversaire à une styliste. Elle est vraiment au top et elle a fêté son anniversaire. C'est elle qui a fait la tenue que je porte d'ailleurs. Donc à Nakissa en Côte d'Ivoire. Rassurez-moi que vous n'avez pas dit le nom de sa structure. Non, non, Juste son non. D'accord. prénom. Juste et son prénom et son nom. prénom. et puis voilà. Donc bon anniversaire à elle. Mais Son vous avez prénom, connu. dites son prénom. Nakissa. Pardon Nakissa. 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 Donc Ouais. Nakissa, Bon toute l'équipe anniversaire, de la parenthèse vous souhaite Happy happy birthday. birthday. Voilà. Mais vous avez connu des hauts et des bas. Il y en Bien a eu. sûr, bien sûr. On en parle. Des hauts et des bas, bon, c'est beaucoup de choses. C'est quoi les bas dans le secteur de la mode, dans le secteur du mannequinat? C'est beaucoup plus psychologique parce qu'au début, on démarre avec un rêve, on a envie d'aller loin, on a envie de vraiment atteindre les sommets et on n'a rien, on n'a aucune assurance dans la chose, on n'a pas vraiment d'assurance, on a juste le mental, le rêve, la vision qu'on a envie de voir se réaliser. Donc au début, c'était vraiment difficile parce que sous nos cieux, c'est pas vraiment facile. Donc, il fallait se battre, il fallait beaucoup de choses. Et ouais, on est resté solide. Alors, vous avez commencé depuis 2016, je le disais tantôt. Est-ce qu'avec votre expérience aujourd'hui, vous pouvez nous dire quels sont les critères pour être un bon mannequin? Bien sûr. Alors, pour être un bon mannequin, déjà, il faut avoir de la personnalité. C'est très important. C'est beaucoup plus ça qui est demandé dans la chose. Après la forme physique, après la présentation physique, c'est la personnalité du mannequin. C'est sa façon d'être lui-même, tout simplement. Et c'est sa particularité-là qui est très recherchée dans le domaine. Beaucoup de mannequins sont formés, ils passent par les agences, on leur apprend à marcher droit, mais à cette formation-là, il faut adapter sa personnalité. Il faut adapter les éléments qui sont appris là-bas à son propre truc et créer maintenant le mannequin parfait. Le mannequin parfait selon la personne. Donc oui, c'est ce qu'il faut. D'accord. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous voyez encore côtoyer ce milieu? Pas forcément. Le milieu du mannequinat, pardon, pour moi, c'est beaucoup plus un tremplin parce que c'est un secteur qui te fait découvrir beaucoup de choses, qui te fait voyager, qui te fait rencontrer du monde. Et c'est pas un truc qui va se faire éternellement. Il faut laisser la place après aux visages jeunes et frais de venir faire aussi leur temps. Donc, Quelle a été votre plus grande scène? ma plus grande scène, j'en ai fait beaucoup des grandes scènes. J'en ai fait vraiment Beaucoup. Et une que j'ai appréciée particulièrement, c'était un défilé privé pour Balmain. C'était en Chine, c'était une présentation de la collection de Balmain à la communauté chinoise. Et c'était une présentation qui était vraiment terrible. Ils ne voulaient que 2 mannequins, un homme et une femme. Ils ont fait un casting géant et par la grâce de Dieu, c'est moi qui avais été pris. Et donc cet événement-là était vraiment intéressant parce que je me suis retrouvé à porter des pièces qui m'ont vraiment phasé. Les pièces étaient terribles. Il s'agissait de 12 pièces seulement qui représentaient chacune un signe du zodiaque et elles étaient vraiment faites spécialement. Donc cet événement-là m'a vraiment, j'ai beaucoup aimé cet événement. Ah oui, le métier de mannequinat, c'est vraiment un beau métier. Le monde de la mode est juste passionnant. Bien sûr. Eman, tu es d'accord avec moi, Mylène aussi sans doute. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Akram Adéchokan. Grâce à vous, on a pu comprendre beaucoup plus les rouages liés à ce métier-là. Merci à vous et merci aux téléspectateurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Hermone, Oui. Hermone, Rebecca,
Herman, si tu le permets, Ouais, bien vas-y, sûr, vas-y. il va rester pendant un moment. Oui, il dégage du bon. Mylène n'a pas envie de se Pas du séparer de vous, En tout cas, apparemment. Kram, tu restes donc avec nous pour la suite de cette émission. Le temps de recevoir sur ce plateau Bruno Soili. Tu aimes le basket? Bien sûr. Tu fais 1m93, Ah ben il ne se ouais, ligne pour je suis d'ailleurs notre basketteur. autrement. Voilà. N'est-ce pas? Bien C'est sûr. quoi ton équipe favorite? Actuellement, c'est les Lakers. Les Lakers. Ah. On a déjà tout dit des Lakers, malheureusement. En tout cas, on dit tout sur le surnom, sur quelques surnoms des équipes de la NBA. La suite, c'est tout de suite avec Bruno Soili, l'ex-Export. Bruno Soili, bonjour et bienvenue sur la parenthèse. Bonjour Eman, bonjour à tous sur le plateau, bonjour monsieur. Je salue les téléspectateurs naturellement. N'est-ce pas? Bruno, il est en rouge, hein? Rouge? Bon, Cravate rouge. ok. N'est-ce pas? Signification? J'en sais rien. Le mannequin, il est là, il peut nous le dire. Ah, c'est peut-être la Saint-Valentin. Bruno, le mannequinat, ça t'est déjà passé par la tête. C'est vrai aussi que tu affires à lui. Tu peux faire un bon mannequin, n'est-ce pas, Kram? Tu peux faire un bon mannequin, n'est-ce pas? Bien sûr. Non, j'ai jamais pensé, juste à cause du public. Vous savez que je suis pas trop public. Ah bon? donc, Mais non, tu es je suis plutôt caméra. je suis pas C'est trop. plutôt caméra, quoi. Ah oui. Je suis Caméra égale à pour le public. public. Voilà, parce que là on est 5, bon, ça me va quoi. Mais les trucs du public, je suis plutôt timide. Timide. Voilà. Oh là. Mais en Merci. groupe restreint, je bavarde beaucoup. Ouais, on sait. Je voulais demander, le genre timide ou juste timide, Bruno? Non, timide face au public. Sinon que... Je passe presque inaperçu. En tout cas, Bruno, on continue par évoquer le surnom des équipes de la NBA. Oui, on va continuer par évoquer le surnom des équipes de la NBA. C'est peut-être ça également qui fait la beauté du basket et surtout de la NBA. Aujourd'hui, on va parler des Cavs que vous connaissez très bien, donc les Cleveland Cavaliers ou les Cavaliers de Cleveland, si vous voulez. Donc, il faut dire que ce nom, déjà en 1970, il y a eu un vote qui a été fait entre 5 finalistes d'un slam contest qui était appelé donc Name of the Team. Et donc, il y avait les Cavaliers, les Foresters, les Jays, les Presidents et les Towers. Donc, le choix a été celui du premier, naturellement. Et là, au cours de ce slam contest, il faut dire que ce sont les Cavaliers qui avaient remporté le slam contest, donc qui était un groupe d'hommes audacieux et sans peur qui ont juré de ne jamais rendre, peu importe leur chance, de ne jamais perdre la compétition. Donc les Cavs, c'est le nom de ce groupe d'hommes-là qui a donc remporté ce slam contest qu'on a donné finalement à l'équipe donc, de Cleveland, qui est devenu donc Cavaliers. Donc on parle de Cavaliers Cleveland. Donc c'est, je dirais, un nom dans l'histoire donc tiré d'une équipe de braves joueurs qui a remporté un slam contest. Donc le nom est resté collé à l'équipe de Cleveland pour voilà un peu rester dans l'esprit de cette équipe de braves joueurs là. On va voir également une autre équipe, Herman, certainement que vous aimez très bien. Vous aimez les Kings. Pas autre mesure. Je vous ai déjà donné mes deux équipes hier. D'accord, donc les Kings de Sacramento, voilà, on va parler d'eux. Il faut dire que oui, dès 1945, cette franchise a toujours tourné autour de la royauté simplement. Et à l'époque, les Rochester Royals sont fondés pour intégrer la NBL, voilà. Puis le surnom est conservé lors d'un déménagement à Cincinnati en 1957. Le surnom actuel des Kings est plébiscité par les votants d'un Name of the Team contest en 1972, cette fois-ci, donc contrairement aux Cavs, comme on le disait, mais ici c'était plutôt en 1972 et donc la franchise est venue s'établir à Kansas City, mais décide plus tard de se déplacer encore, de se délocaliser en Californie au début de la saison 1985 et c'est ainsi que la franchise est devenue voilà, Kings de Sacramento. Donc vous allez remarquer que pour la plupart de ces équipes-là, elles ont subi des mutations, je dirais, géographiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas restées figées dans le temps, je dirais, dans leur siège habituel, mais elles ont connu des déplacements, des délocalisations, mais elles ont gardé souvent un nom qui puisse
rester attachés à leurs origines. Donc, comme quoi, Herman, nos origines, c'est toujours important. Donc, vous voyez des équipes qui sont venues à New York, à Washington, etc., mais qui ont gardé un nom par lequel on peut identifier leur origine à la base. Donc, c'est assez voilà, impressionnant de voir ça comme ça. Après, on va aussi parler des Raptors. Les Toronto. Voilà, les Raptors de Toronto. Herman, vous y connaissez vraiment. Les filles regardent, c'est comme du chinois. C'est l'équipe de Pascal Siakam, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, exactement, c'est ça, Pascal Siakam. Le Camerounais. Voilà, bon, apprenez, prenez note seulement. Donc, je parlais des Raptors de Toronto. Il faut dire que la ville canadienne obtient donc le droit d'expansion en 1994 et soucieux de représenter tout le Canada, les dirigeants appellent à un vote national pour aider à choisir donc l'équipe qui va donc représenter la ville. Et donc, cela a été popularisé par le film Jurassic Park, que peut-être vous avez suivi. Je sais que vous êtes cinéphile, sorti 1 an plus tôt. Et donc, le surnom Raptors est le favori. Donc, Herman, voilà ce qui concerne les Toronto Raptors. On va découvrir un autre surnom d'équipe. On va parler de l'équipe de Memphis, que vous connaissez certainement, les Grizzlies de Memphis. Il faut dire qu'en 1994, la ville canadienne de Vancouver obtient le droit de créer sa franchise à elle également. Donc, le surnom des Monkeys est proposé au départ à l'équipe donc de Memphis, mais le public et la police locale s'y opposent farouchement. Donc, les dirigeants de Vancouver s'attellent au choix d'une autre appellation et se tournent vers les Grizzlies plutôt que vers les Ravens. Donc, lors de la délocalisation à Memphis en 2011, une fois encore la délocalisation, comme je vous le disais, le surnom est conservé. Et donc, Herman, voilà pour ce qui concerne les Memphis Grizzlies. Donc, c'est dit que parfois, les noms des surnoms donnés aux équipes de la NBA ont même fait, je dirais, objet de vote parfois. Donc, vous comprenez tout l'intérêt des surnoms autour des équipes de la NBA. Donc, c'est un peu comme sous d'autres cieux, on ne donne pas juste un nom comme ça à l'emporte-pièce ou au hasard à une équipe. Il y a toujours une histoire derrière. Et le nom qu'on donne, c'est comme on dit dans notre culture, le nom qu'on vous donne, c'est le nom qui reste. Et le nom qu'on donne vous colle. Et le nom qu'on donne a parfois même de l'impact sur vous. On va voir une dernière équipe rapidement, Herman. Ce sont les Wizards. Les Wizards de Washington. C'est vrai que c'est un nom qui fait bizarre quand on entend parce que Wizards... C'est, je crois, l'équipe de Yann Maïmi. Exactement. Exactement. Donc, les filles continuent de noter. Donc, les Wizards, comme je le disais... Non, ce n'est pas gentil, arrête. Non, je vous taquine ce matin. Alors, les Wizards, Herman, comme je le disais, c'est vrai que quand on entend le nom, a priori, ça fait bizarre parce que Wizards en anglais, ça fait sorcier ou magicien si vous voulez. Mais donc, ça fait bizarre. C'est comme au foot, on dirait Diable rouge. Diable rouge, ça fait bizarre comment on peut donner ce nom-là. Mais ça dépend de l'histoire. Donc, c'est une franchise dont les surnoms ont tous éveillé des critiques au départ, Herman. Donc, à l'origine, les Washington Bullets, au départ, donc, était possédé par Abbey Paulin. Donc, au début des années 90, le propriétaire est excédé par les rapprochements entre les boulettes et la violence armée. Donc, son ami, le ex-premier ministre d'Israël, s'est fait assassiner en 1995. Et ça a été un peu de trop pour le propriétaire du club Pauline, donc, qui est passé à l'action 2 ans plus tard. Donc, il a organisé un contest qui avait été surnommé en fait les Wizards. Donc, c'était le nom de la compétition de ce slam contest, donc, ou magicien si vous voulez en français, pour faire un peu plus beau parce que sorcier ça fait bizarre. Donc, il faut dire donc que ce nom-là est resté collé à l'équipe donc de Washington plus tard. Donc, problème, le mot Wizards fait partie du vocabulaire donc connoté du Ku Klux Klan que vous connaissez, dont vous connaissez l'histoire, dont le chef est appelé l'Imperial Wizards. Donc, Herman, voilà comment le nom Wizards est donc resté collé à l'équipe de Washington. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que bon, il y en a encore plein. Il y a 30 noms qu'on peut décrypter, mais voilà.
Interrogation Je écrite, ne les compte pas te wizards. répondre. Les wizards. Je ne compte pas te Non, répondre. Mylène, tu as fait, Bruno tu as fait un peu s'est de vraiment basket. déjà acharné sur nous ce matin. Donc, Bruno, plus toi. rapports de- Non. J'ai retenu On quand supporte même pas. les Cavaliers Cleveland. Les Cleveland Ah. Cavaliers. Bravo, bravo. Allez. Leçon sûre. Merci donc. J'ai droit à quoi maintenant? Un café. Après. Un café sans sucre. Merci Bruno, merci donc Akram. On va te laisser partir à présent, Un plaisir. n'est-ce pas? On te retrouve sans nul doute très prochainement pour d'autres émissions. Forcément. Mais d'ici là, on te souhaite plein succès dans ta carrière de mannequin. Merci beaucoup et je vous salue tous. Allez, merci. La suite de cette émission, c'est tout de suite, on parle parade de grand-mère. Une petite mutation s'est opérée sur le plateau. Oui, ce n'est pas une mutation de la NBA, Bruno, c'est bien cela, mais c'est Non, juste ce une n'est pas mutation ça. de place. Oui. C'est ça, non? Ouais. Pour que tu puisses céder ton siège au représentant de grand-mère. Ah oui, Mylène. parce que, oui, justement, grand-mère dit que quand grand-mère est là, il faut lui céder la place. place. Voilà. Quand grand-mère est là, il faut lui Il faut lui céder la place quand n'est-ce on pas? est plus jeune, voilà. Ou Donc, du moins quand son représentant est là. il faut lui céder la place, voilà. Mylène, Moi, je respecte beaucoup ce que grand-mère a dit, donc... Bruno, merci à toi. Ah. Herman, ce matin, nous parlons de ces enfants, les Agossou. Vous connaissez les Agossou, ceux qu'on appelle Agossou sous nos cieux. bien sûr, bien sûr. Rebecca, tu connais? Bruno, les tu jumeaux? connais? Non. Non, les Agossou. Agossou, né Ceux les qui sont- vendredis. Non, pas ceux du qui tout. sont nés par le siège, Oui. c'est bien ça. Ah. Ceux qui Parce sont qu'en nés par temps le siège. normal, Ok. on nous a dit qu'un enfant, la première partie de l'enfant qu'on voit à la naissance, c'est la tête. La tête. Ouais. Donc, Monsieur Didas Torsou, bonjour. Bonjour, le plateau. Bonjour, Herman. Aujourd'hui, ce matin, vous nous dites ce que grand-mère a pensé de ça, ce que grand-mère en dit, c'est pourquoi grand-mère a donné ce prénom à ses enfants. Merci beaucoup. D'abord, quand vous entendez parler de Agossou, dans notre langue fon ou mari ou tout ce qui est dérivé, Ago, c'est ce qui va derrière ou recule. Ago, aller derrière. D'accord? Ce qui n'est pas normal. C'est ça qu'on appelle Ago. Donc, quelqu'un qui vient par le siège, donc il ne vient pas par la tête et que c'est par un autre membre qui sort, on appelle Agossou. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre maison en allant à reculons. Non, ce n'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi la grand-mère donne le nom Agossou ou Agossa ou Agoï quand il s'agit d'une femme. Il n'y a pas d'agoi sur le plateau. Hein. Non, On ne te le dira pas de toute façon, on ne va pas avouer. Et donc, c'est ça. Comme c'est anormal, sous d'autres cieux, des gens disent même que c'est un fétiche et parfois, ils en font ce qu'ils veulent. Parfois, ça demande des rituels, parfois, d'autres les font partir. On va peut-être en parler dans votre talk tout à l'heure. Donc, d'autres les font partir. Donc, Agossou, c'est ce qui n'est pas normal, tout simplement. Oui, mais la normalité, elle est par rapport à quelque chose. C'est parce qu'on a l'habitude de voir en premier la tête de l'enfant qu'on trouve que quand ce n'est pas sa tête qui apparaît en premier, ce n'est pas normal. C'est bien ça. Très bien. Si sur 1000 enfants, on trouve un qui vient par ce membre-là, on doit pouvoir se poser des questions. On doit pouvoir s'interroger. Et grand-mère se dit, qu'est-ce qui pourrait se passer pour que cet enfant vienne par ce membre-là? Et parfois, ça fait l'objet de recherches spirituelles. Et on cherche à savoir qui est-ce qui est à l'origine ou qu'est-ce qui s'est passé véritablement pour qu'on en arrive là. Mais est-ce qu'on ne cherche pas à savoir si scientifiquement ça a une En ce temps, explication? c'était la science de De grand-mère. grand-mère. Maintenant, ça a évolué. C'était le La Scientifiquement, grand-mère, on y sa arrive. science était l'expérience. Oui. Ah. C'est des expériences acquises qui amènent grand-mère à déduire pour dire, tel que ça se passe, ceci là, on peut dire ceci, on peut dire ça. Mais comment se fait-il qu'actuellement, il y a des gens qui portent Agossou comme nom de famille? Est-ce que jusque-là, on est arrivé à dire à grand-mère pourquoi l'enfant sort comme ça? Est-ce qu'on lui a expliqué pourquoi on ne peut pas, avec la médecine moderne, on ne peut pas faire un effort pour que l'enfant sorte toujours par la tête?
Est-ce qu'on est arrivé à le dire? Non. Est-ce qu'on est arrivé à le dire? moi On n'est pas arrivé à le dire. Non. Alors, donc, grand-mère continue de nous dire, dès que ça vient là, il y a un souci, il y a un problème, il faut s'interroger. Voilà. D'accord. Et à présent, on parle des jumeaux. Oui. Je veux bien comprendre pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance aux jumeaux sous nos cieux. On en est à la limite jaloux. Pourquoi est-ce que grand-mère accorde autant d'importance aux jumeaux? Les jumeaux sous nos cieux sont des richesses. Quand vous avez des jumeaux, que ce soit deux hommes, deux garçons, deux filles ou une fille et un garçon, c'est une richesse pour cette famille. On les vénère, on les adore parce que quand vous avez des jumeaux, que vous les respectez, vous suivez leurs principes, vous êtes riche, pas en termes forcément de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est forcément la richesse. Vous avez le bonheur, vous avez la paix du cœur. Ces enfants vous apportent beaucoup de bonheur. Donc, on vénère les jumeaux parce qu'ils sont une pièce précieuse pour la famille. Et vous allez constater, même dans certaines familles, dès que la femme fait des jumeaux, deuxième geste, jumeaux, troisième geste, jumeaux, cette femme ne s'agenouille plus, quel que soit le roi, vous êtes allé voir plus s'agenouiller devant. Parce qu'elle a fait, c'est une richesse, c'est un honneur qu'elle apporte dans la famille. Mylène, ça donne des idées? Ça donne des idées, des On dit envies même surtout. souvent qu'on leur donne une place spéciale dans la maison, c'est-à-dire qu'elle ne reste plus dans la cour familiale. Comme Oui, tout le quand monde. elle a fait une fois, deux fois, trois fois, on lui accorde une autre place dans la maison parce que c'est tout comme ça, elle est devenue reine. Vous imaginez que ce qu'on peut faire en 12 ans ou en 15 ans, elle prend 6 ans ou 5 ans, elle en fait. C'est à ça que Elle a je pense. raccourci le C'est à ça processus. que je pense pendant que vous parlez ici. Il faut en 3 gestes aller à 6 gosses directement. Merci quoi. Bon, voilà. Maintenant, s'il y en a un geste aussi, on peut le faire 4, 5. Voilà. Alléluia aussi. Encore, bon, vous voyez, quand même c'est jusqu'à 3, vous n'avez pas que des ONG courent, des secourir. structures oui, étatiques courent pour dire vraiment, il faut aller dire merci à cette dame qui nous a fait tel, Oui, tel, mais tel. est-ce que ce n'est pas parce que cette famille s'est préparée à un enfant et puis du coup on a 6, maintenant comment subvenir aux besoins? Non, je dis, j'attendais un enfant. 2 sont venus. Je dois être heureux. Je dois être heureux. Et je dois les vénérer. Et si vous suivez bien les principes de ces jumeaux, ça vous porte bonheur. Mais quand on les massacre, on subit les conséquences. Alors, Didas, pourquoi on dit que lorsque vous faites des jumeaux, vous devriez faire le troisième? C'est ce qu'on appelle Les dessous, dossou. Voilà, ce qu'on appelle dossou. on doit fermer le On trou. doit fermer le trou autrement. Voilà, enfin, il y a toute une. Grand-mère Tout pense un mythe derrière. Grand-mère pense que tel que ses enfants sont venus, il faut les seconder. C'est ça ce que grand-mère nous a enseigné. Il faut les seconder. Effectivement, quand dessous vient, dessous parfois même les comportements de ses grands frères ou grandes sœurs, en tout cas jumeaux devant lui. Parfois. Vous allez constater que l'enfant qui suit vraiment les jumeaux a pratiquement le comportement des jumeaux. Et puis ces femmes, vous permettez, mesdames, ces femmes qui vont faire dossou et lors de ce geste font encore un autre jumeau, à la recherche d'un autre dossou, on fait encore d'autres jumeaux. En fait, on va de jumeau en jumeau à la recherche du dossou finalement. Quelle richesse! Oh non, mais Sous grand-mère. Parce que notre temps. grand-mère ne savait pas que ses enfants iront jusqu'à l'université Non, vous et qu'il savez, faut payer la Ah scolarité. oui. votre université aujourd'hui est chère. Grand-mère, en son temps, ce n'était pas vos sous pour sortir. C'était la- plutôt de la main d'œuvre pour les pour le travaux champ, champêtres. Voilà. Mais pourquoi on remarque que ceux qui ont de jumeaux ont souvent des représentations de ces jumeaux en bois? Ça Non, c'est signifie plus quoi? quand Les ils ont statuettes. perdu Quand ils ont perdu ces le- Non, jumeaux. c'est quand ils ne sont plus avec vous que vous le faites pour les représenter. Je vous ai dit, Ok. c'est toute une richesse. Et je ne peux pas laisser ma richesse partir comme ça. Donc, il faut qu'elle soit à côté de moi. Quand vous les perdez, parfois, même que vous avez les statuettes, parfois elles reviennent sous d'autres formes. Ça peut être votre soeur ou un frère qui a fait des jumeaux. Dans la famille, ça peut revenir. En clair, c'est hautement spirituel. Hein. Spirituel. Donc, dès que vous avez les statuettes à côté de vous, ça a sa signification. Et on nous dit d'ailleurs que c'est en quelque sorte héréditaire. Quand dans ta famille, il y a eu des gens ou une dame qui a eu des jumeaux, c'est fort probable que tu en as. C'est vrai, c'est vrai. Et je voudrais juste vous faire comparer quelque chose parce que quand j'ai interrogé grand-mère, elle m'a dit, dès que les jumeaux, c'est comme les pigeons que vous avez chez vous.
Vous savez, on ne se plaint pas quand on a les pigeons à la maison. On ne se plaint pas. Si vous plaignez là, vous allez voir un jour, ils vont disparaître. De la même manière, on ne se plaint pas auprès des jumeaux. Hein? Tout le temps, on se dit, je suis heureux. Si je suis femme, je suis heureuse. Et vous avez toujours le minimum. Je reviens encore sur les représentations, les statuts Oui. de ces jumeaux qui sont parfois partis très tôt. Oui. Pourquoi on demande de l'argent? On voit ça. Pourquoi on demande de l'argent? On dit que les jumeaux vous demandent de l'argent. On vous demande de leur faire du bien. Oui. Je vais vous dire, ça ne se passe pas tout le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a modernisé les choses et ceux qui n'ont même pas de jumeaux viennent vous voir, ils passent tout le temps dans la rue pour dire que les jumeaux ont demandé. Ils sont travestis l'idée de grand-mère. Sinon, c'est peut-être une fois par 5 ans que par un rêve ou bien par un comportement, les jumeaux vous demandent, je dois aller au marché, je dois faire ci, je dois faire ça, et on va. Ce n'est pas grand-chose qu'on demande. Ils vont pour dire, les jumeaux vous demandent quelque chose. Et souvent, c'est des choses respectées. Ce n'est pas source de mendicité, quoi. Du tout. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque. C'est tout un commerce. Oui, mais c'est peut-être 10 ans Parfois, après. on vous dit, tu voyez- n'as pas de pièces, mais on dit, les jumeaux acceptent aussi les mobile money. Voilà. Non, mais c'est pas vrai. Non, non. Ça, Non, non. et vous avez constaté que ceux qui parlent comme ça n'ont pas de jumeaux. Voilà, ceux qui parlent comme ça n'ont pas de jumeaux. Ou alors ils ont traversé l'esprit de ce que grand-mère disait. Voilà. Ils sont modernisés. Les choses ont évolué et il faut que les Mais jumeaux se conforment quand aussi. des jumeaux vous demandent mobile money, bon voilà, c'est terrible, quoi. Les jumeaux se modernisent, quoi. Oui, oui. Allez, on continue pas à parler de ces jumeaux-là. Alors, Donc, quelle est la place de l'homme passé durant autant? Parce qu'on dit que la dame, la mère des jumeaux a une place spéciale. Et l'homme, dans ce cas, parce qu'ils sont deux à avoir fait des jumeaux. Oui, non, je crois que quand vous êtes père de jumeaux, normalement, vous devez vous comporter très bien dans la société. Vous devez avoir un comportement exemplaire. Vous devez être un modèle à suivre. Parce que vous avez des réactions très contrôlées. Vous ne dites plus de n'importe quoi. Un père de jumeaux doit être un homme à suivre, un homme de paix. Et donc, dès que vous êtes un homme de paix, un homme respectueux, mais en famille, on vous appelle. S'il y a des concessions à faire, un dialogue en famille, vous êtes invité. Parce que vous incarnez déjà un homme de respect, un modèle à suivre. D'accord. Voilà. non, vas-y. Moi, je veux savoir, quelle est la perception de grand-mère quand les jumeaux sont 2 garçons, 2 filles? Et quelle est également sa perception quand c'est garçons et filles? Aujourd'hui, il y a des interprétations dans la société, on parle de faux jumeaux, etc. Quelle était la perception de grand-mère vis-à-vis des différentes éventualités quand il y a jumeaux? Donc, grand-mère, pour elle, tout enfant est enfant. Tout enfant est enfant. Encore que ce sont des jumeaux, tout jumeau est bon pour grand-mère. La finalité, c'est la richesse que cette femme a apportée dans la famille. Il n'y a pas dit, parce que ces 2 garçons, c'est une richesse, ils iront au champ pour nous. Non, c'est pas ces 2 filles, on va les faire marier, on va prendre la dot, parce que c'est une fille et un garçon, l'autre va partir, l'autre va rester. Non, on ne fait pas cette analyse, mais on fait l'analyse selon laquelle les jumeaux sont venus, nous avons une richesse, nous avons la paix dans notre famille. D'accord. Alors, pour ceux qui désirent avoir des jumeaux, est-ce que grand-mère n'a pas donné les positions, les astuces, Non, on voilà, va dire ça au micro, avoir des sinon jumeaux? tout le monde va chercher à avoir Gouchou. Non, mais s'il y a un type de repas qu'il faut prendre. Non, très grand-mère souvent. avait quand même des recettes. Oui, des recettes, il faut astuces. partager un peu avec Non, Ou bien grand-mère ne rendait pas ça public. Peut-être que grand-mère n'a Voilà. pas autorisé son représentant À aller sur dire place. ça, voilà, D'accord, c'est mieux pour. d'accord, nous respectons grand-mère. Merci, Didas Mylène. Merci, M. Didas Sassou, c'est bon pour aujourd'hui. C'est bon Merci. pour aujourd'hui. C'est bon Merci. pour aujourd'hui. Merci. On va peut-être revenir prochainement sur ces enfants-là qui sont nés sur le chemin. Ceux qu'on appelle à l'économie. Ah oui, c'est vrai. Mais s'il y a quelques secondes, M. Didas peut se lancer Vous penchez dessus. en même temps sur la question. Oui, Dans les contractions suprêmes moments en plein chemin, Et puis, ils sont déterminés à sortir avant d'aller à avant d'aller l'hôpital. à l'hôpital. oui, ça arrive. Et vous avez vu le nom qu'on donne à l'Ikronou. Donc, un enfant qui est né, lorsque maman partait, elle est surprise En par. honte, disons. Voilà.
ce n'est pas anormal. Vous savez que pour quitter chez soi et aller à l'hôpital en temps, c'est pas facile. Donc, on marche, ça arrive, mais il n'y a pas vraiment de conséquences. Seulement que tout ce qui est à gérer, s'il y a des rituels, on les fait. Parce que si l'enfant, d'abord, on essaie à la maison. Quand l'enfant est né à la maison, il y a toute une commodité qu'on y apporte. L'enfant qui est né là-bas, donc, dans les conditions, peut-être c'est le mari qui est debout, la femme arrive à accoucher, donc il y a des commodités qu'on rattrape. Merci, mais à présent, Didas, merci donc pour toutes ces explications. Le sujet, c'est vrai que ça passionne beaucoup quand il s'agit donc de parler jumeaux dans dans parade de grand-mère. Merci donc. On prend à présent un vol. On prend un vol pour poser nos pieds à Rabat au Maroc, où Ariane da Silva a repéré pour nous un Béninois de la diaspora. Lui, c'est Oscar Soglo, étudiant en génie civil. Il se raconte. Béninois de la diaspora. Je me nomme Sogloska, je suis béninois, résident au Maroc. Je suis étudiant en licence professionnelle génie civil. Je suis également le secrétaire général de l'association des stagiaires et étudiants béninois au Maroc, la CIBEM. En effet, je suis venu au Maroc par une bourse. Après mon bac, j'ai eu l'opportunité de venir continuer mes études au Maroc. J'ai donc alors choisi la filière de génie civil qui me convenait. Donc une fois arrivé au Maroc, ce n'était plus pareil, c'était plus comme au pays, donc l'ambiance n'était plus pareille. Mais nous, quand même, on a eu la chance d'être accueillis par nos compatriotes. Donc au départ, on se disait que ça allait être, c'est-à-dire la même ambiance où on allait toujours rester avec nos frères béninois. Maintenant, chacun s'est redirigé vers sa ville respective, sa ville d'accueil au Maroc. Et il a fallu à ce moment-là s'intégrer. Et c'est là qu'a débuté l'intégration dans la société marocaine pour de vrai. Actuellement, je suis à Rabat, la capitale. Mais au départ, je n'étais pas à Rabat, j'étais sur Oujda. C'est une ville située au nord-est du Maroc. Donc, c'est une ville un peu reculée. Il a fallu faire 10 heures de bus pour rejoindre cette ville qui était très loin de la capitale. Donc, c'était 10 heures de route. C'était la première fois pour moi que voilà, je parcourais une si longue distance. Déjà, c'était la première fois que j'ai quitté mon pays pour aussi loin. Une fois arrivé, je vois mes frères, je me dis que voilà, l'ambiance sera pareille maintenant. Je prends le bus là et je vais dans une autre ville qui est très reculée. C'est une ville très loin de la capitale. On a fait 10 à 12 heures de bus. Donc voilà, tout ça c'était nouveau pour moi. C'était nouveau pour moi. Une fois arrivé dans notre ville, il a fallu s'adapter à certaines réalités de la ville parce que c'est une ville où la religion, déjà je rappelle que le Maroc c'est un pays musulman. Donc cette ville quand même, la ville d'Oujda, c'est une ville aussi qui est stricte et tout. Donc il a fallu s'adapter. Vraiment, au départ c'était pas facile. Mais avec le temps quand même, on y est arrivé, on a pu s'intégrer tant bien que mal. Aujourd'hui, ça va.
Mais quand même, à Oujda, l'expérience n'a pas été mal. Elle a été, elle a été bonne, puisqu'il y avait également des compatriotes là-bas. Donc, tant qu'on a l'occasion, on arrivait à se voir, faire des petites activités ensemble en communauté, histoire de se remémorer ou soit tu te dis quand même qu'on n'est pas seul, dans cette vie si reculée. On arrive à se retrouver de temps à autre pour faire des activités. Par la même occasion, moi j'ai eu l'opportunité pour la suite de mes études de venir à Rabat. Rabat qui est la capitale. À Rabat, je suis venu il y a à peine 1 an. Donc c'est ma 3e année au Maroc. Je suis venu à Rabat il y a à peine 1 an. Donc j'ai pris le temps de m'intégrer un peu dans la ville de Rabat. C'est la capitale, donc ça bouge beaucoup plus qu'à Oujda. J'ai pu m'intégrer. C'était relativement facile puisque j'étais déjà habitué au Maroc. Il a également fallu s'adapter à la température du Maroc. En hiver comme en été, il fait très froid. Bon, pas très, mais il fait quand même froid en hiver et également en été, il fait très chaud. On y est arrivé quand même, on a su s'adapter. Maintenant, ça va en été comme en hiver, après 2-3 ans. Moi, je m'adapte, on a su prendre les précautions qu'il faut, on s'adapte. Mais actuellement, le pays manque très fort. Le pays reste le pays, il manque très fort. Surtout les plats du pays, tout ce qui est... Moi, je suis un adepte du asroquin, de la sauce asroquin et de la pâte. Et rarement ici, je l'ai mangé. Et soit c'est à des activités qu'on organise dans l'association entre compatriotes, où on a eu quand même à revisiter certains plats du pays. Mais c'est pas pareil, la nourriture, les plats du pays, quand ils sont mangés au pays, et les plats d'ici, quand c'est refait, quand c'est revisité, c'est pas pareil. Quand on essaye d'imiter, c'est pas pareil. Donc, ce qui fait que le pays nous manque. Moi, personnellement, le pays me manque très fort. Mais quand j'en ai également l'occasion de discuter avec certains compatriotes, ils le disent parce qu'il y a plein de choses qui nous manquent ici. Il y a plein de choses qui nous manquent ici qu'on n'arrive pas forcément à trouver. Mais il y a des produits qu'on arrive à avoir. Il y a certains compatriotes même qui commercialisent certains produits. Au Maroc, il y a diverses nationalités, donc il a fallu apprendre à vivre avec diverses personnes. Pour moi, personnellement, ça n'a pas été difficile parce que je suis quelqu'un d'assez social. Donc, j'ai pas eu de difficultés à ce niveau. La preuve, aujourd'hui, je vis en colocation avec des compatriotes et des gens d'autres nationalités. Ça se passe très bien. Avec les compatriotes encore plus, parce que c'est des frères. C'est d'ailleurs le but de l'association, qu'on puisse rester en contact et garder ce lien de fraternité entre Béninois. Donc c'est justement pour ça qu'il y a l'association ACBEM qui rassemble les étudiants et les stagiaires. Il y a également la COBEM qui rassemble toute la communauté béninoise au Maroc. Donc de temps à autre, on organise des activités ensemble, un dîner où on mange les plats du pays, des soirées dansantes où voilà, on danse sur du pur bénin, sur du sabor en danialo, sur du Jos Pinto, où voilà, on se remémore vraiment les vrais moments du pays. Après mes études, je compte rentrer au pays et me mettre au service de ma nation, de ma très chère nation qu'est le Bénin. J'aurai acquis une connaissance assez conséquente
pour contribuer un tant soit peu à mon niveau au développement du Bénin. Je suis très content d'être béninois, je suis très heureux d'être béninois. Je vous remercie. Keziameni Onomi. Merci donc à Ariane da Silva qui a posé donc ses radars sur Oscar Souglou, cet étudiant en génie civil au Maroc. À présent, on va prendre une courte pause et on revient juste après pour faire le talk qui va s'intéresser à un sujet assez intéressant. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, toujours à... 6% de protection, ce soir y'aura plus de suppositions. Y'a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi, toujours sexy, toujours protégé. Merci à Fanny Boris Adam pour le talk à présent. Un père de famille a brûlé 3 de ses enfants après qu'il a su que ces derniers, ou ces dernières, parce que ce n'étaient que des filles, ne n'étaient pas donc ses enfants. Eh bien, c'est la solution que ce monsieur a trouvée, une solution des plus extrémistes, dirons-nous. En tout cas, ce crime passionnel est en débat sur la parenthèse et dans le talk justement. Et nous allons mettre en point d'orgue comment déterminer la paternité. Comment déterminer la paternité? La question également, nous allons essayer d'y répondre. Mais avant, Bruno Swali est avec nous. Didas Tosso est resté avec nous parce que c'est un fait sociologique. Il faut donc essayer de trouver des explications sociologiques. Rebecca Kenyan est aussi ici et il nous a rejoint entre-temps. Lui, il a plutôt misé sur le rouge ce mercredi à Amos Bokodaro. Bonjour. Bonjour Herman. Bonjour le plateau. Alors vous êtes médecin avec vous. On aura des explications scientifiques sur comment déterminer la paternité. Mais avant, on va faire une analyse de ce fait de société pour le moins macabre. Bruno Swali, comment se fait-il qu'un père de famille qui apprend que sa femme a eu des enfants, on va dire adultérins, puisse commettre ce drame? C'est un instinct de vengeance, on va dire ça comme ça, vengeance du fait de s'être senti peut-être trompé. Je ne suis pas à sa place, mais voilà, j'imagine, du fait de s'être senti trompé pendant des années, il découvre la vérité un jour et vous voyez quand vous avez chéri des enfants, vous les avez embrassés tout le temps, vous avez couru sous la pluie, sous le soleil, sous le vent pour eux, les envoyer à l'école peut-être, faire des dépenses pour être à leur chevet quand ils sont malades. Les prendre vraiment comme vous prendrez vos propres enfants parce que vous y pensez vraiment et que des années après, il ressurgit qu'en réalité, ces enfants-là n'ont jamais été votre sang, n'ont jamais été votre semence comme on dit souvent. Voilà, c'est dépendant de votre tempérament, vous pourriez mal prendre ça. Maintenant, est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'extrême de mettre fin à la vie de ces êtres humains parce qu'ils ne sont pas vos enfants? Parce qu'après tout, je pense qu'il y a l'instinct humain qui devrait prendre le dessus, même si vous vous sentez profondément trahi. La meilleure solution n'est pas forcément de mettre fin à des vies humaines. Et ce n'est pas en mettant fin à des vies humaines que Dieu vous donnera vos propres enfants issus de votre sang. Donc, je pense que c'est plutôt l'extrême ici qui est un peu choquant. Malheureusement, c'est arrivé dans une ville pas trop loin d'ici. Je crois que ça pose réellement un problème, Herman, au sein de nos couples, le problème de la fertilité des couples, parce que parfois, il arrive que l'homme soit en fait un fécond, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, et qu'il le sache, et qu'il le cache à sa femme par contre, et que la femme, après avoir tout essayé avec l'homme, sans réussite ou sans succès, finit par donc aller voir ailleurs et ça donne quelque chose. Et à partir de ce moment, parfois, l'homme se rend compte en réalité que cet enfant n'est pas le mien puisqu'il sait le secret qu'il cachait depuis. Par contre aussi, parfois, c'est l'infidélité de la femme donc, qui fait venir des enfants de dehors. Je ne sais, pour une raison, pour une autre, bon, on ne va pas rentrer dans toutes ces considérations, mais c'est qu'après, ça se révèle
Je crois que dans le cas d'espèce, c'est peut-être la femme qui déclare un beau jour qu'en réalité, au détour d'une dispute, que ses enfants ne sont pas les tiens en fait. Et donc, quand vous apprenez ça dans certaines conditions, ça peut être choquant si c'est au détour d'une dispute que votre femme vous jette à la figure que ces enfants que nous avons, il n'y a aucun dedans qui soit le vôtre, jusqu'à 1, 2, 3 enfants. Quand c'est un, bon, on se dit, voilà, c'est l'histoire d'un soir peut-être, mais quand c'est 2, 3, là, vous vous sentez vraiment trahi sur toute la ligne et ça peut pousser vraiment à des réactions. Mais l'extrême, je dis encore, là, il faut voir dedans. Alors, Rebecca, dans le cas d'espèce, il s'agit voilà, d'un instituteur à la retraite qui apprend justement que parmi sa progéniture, il y a des enfants qui n'étaient pas les siens. Et 6 au total, il les a enfermés dans une chambre, il a mis la case en feu et 3 d'entre eux ont pu se sauver. Comment est-ce que vous, globalement, vous analysez cette situation? Alors déjà, oui, je vais rebondir rapidement sur ce que Bruno commençait par dire. Oui, c'est vrai que nous sommes dans une société où ce qui fait l'homme concrètement, c'est sa capacité à pouvoir procréer, voilà. Et donc, quand on en arrive à remarquer que cet homme n'arrive plus à procréer, n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même pour pouvoir procréer, ça cause un choc, ça détruit pratiquement cet homme, ça détruit pratiquement toute une famille. Et dans le cas d'espèce où cet homme a appris cette histoire qu'il était peut-être infertile et qu'il a mis feu à tous ses enfants. Non, pas qu'il était infertile, mais parmi sa progéniture, il y a des enfants qui ne lui sont pas de lui. Oui, donc je pense que déjà l'acte est à décourager fortement. Parce que là, c'est un meurtre prémédité, si on peut le dire comme ça. Parce que dans les faits, selon ce qu'on aurait appris sur le terrain, il savait depuis plus d'une semaine, il disait déjà que oui, il va mettre fin à la vie de toute cette famille-là. Donc tout le monde pensait que non, il blaguait, il le disait juste, mais non, lui... C'était juste un effet de poulet passager. Voilà, passager, mais non, il avait planifié tout ça. Et il s'est fait même que le jour même où l'incendie a démarré, il demandait même aux enfants si leur mère est à l'intérieur. Donc en fait, son but, c'était de tuer, d'exterminer toute la famille avec les enfants et la mère. Aucune jalousie ne devrait pousser un homme à faire ça. Aucune raison d'ailleurs ne devrait pousser quelqu'un à commettre un acte pareil. Même si on vous dit que ces enfants ne sont pas vos enfants, vous les avez éduqués depuis le bas âge. Donc, en quelque sorte, c'est votre enfant, c'est votre progéniture. C'est votre éducation que vous avez inculquée à ces enfants. C'est un peu de votre personnalité que vous avez donnée à ces enfants. Donc, c'est peut-être le sang, c'est peut-être l'ADN qui ne correspond pas, mais ça ne reste pas que c'est quand même votre enfant et cet enfant va continuer par vous appeler papa. Donc, rien, alors là, rien ne devrait justifier l'acte que cet homme a posé. En clair, il n'y a aucune circonstance atténuante du tout. Aucune, selon moi. Alors, Didas Tossou, qu'est-ce qui peut pousser un homme justement à poser un acte d'une extrême ou d'une telle gravité ou d'une telle barbarie? Bon, merci beaucoup. Moi, je voudrais dire que cet acte odieux, cet acte criminel ne devrait pas venir chez nous. Je commence par là pour dire que on est en train de faire des comparaisons dans des pays où on prend machette en même temps, on tue, on prend fusil, on tue. C'est ces choses qui sont en train de venir. Sinon, on apprend toujours dans nos familles, dans notre pays, que quand l'homme n'est pas normal dans une griffe, mais c'est dans la famille où vous restez, vous trouvez enfant. Quand vous êtes femme, vous n'arrivez pas à procréer, on a des manières pour vous donner des enfants et les enfants vous appellent maman. Alors, je suis d'accord que quelqu'un à la retraite, on vient lui dire les enfants ne sont pas tes enfants. Parce que celle qui dit, parmi les enfants, il y a d'autres qui ne sont pas pour toi, rien ne prouve que le reste c'est pour toi. Le reste c'est pour toi. Donc pour lui, tout ce que lui est venu faire sur la terre, c'est zéro. Et pour que ça ne soit pas zéro, tous nous allons périr ensemble. C'est-à-dire quoi? Je tue tous les enfants, je tue la femme
et on m'envoie en prison, on peut dire à perpétuité, ce n'est pas mon problème. Mais je vais perdre, elle va perdre. Mais ça ne devrait pas être ici. J'ai dit, c'est toute une comparaison que nous faisons dans nos actes. Sinon, ça se passe, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, on a vu, on nous a parlé, nos parents nous ont montré qu'il y a des femmes que vous-même, la famille vous donne en griffe. C'est-à-dire que on ne dote pas, on ne se marie pas soi-même. Quand vous êtes en famille, c'est la famille qui marie la femme pour vous. Mais on vous marie la femme et un autre de la famille vient faire un enfant et on parle encore, cette femme vous revient encore. Quand bien même au départ, c'est cette femme qui est destinée à vous, un frère, peut-être pas un détour d'un voyage ou quelque chose, le frère profite et fait un enfant. Mais en famille, on règle le problème et cette femme vous revient. Ou encore, pendant que vous êtes en train de faire, à des moments donnés, ça arrive. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce comportement ne date pas d'aujourd'hui. Alors, donc, c'est déjà vraiment extrême que de dire je vais exterminer tout le monde. Non, ce n'est pas la culture de chez nous, ça. La culture de chez nous, c'est la solidarité. La culture de chez nous, c'est la concession. Maintenant, celle qui est venue dire, je ne sais dans quelles conditions, dans quelles circonstances, elle vient dire, ces enfants-là, le tout n'est pas pour toi. Qu'est-ce qui peut l'amener à aller jusqu'à cet extrême? Justement, elle aussi provoque ce qu'il ne faut pas provoquer. Elle a réveillé le chat qui dort et le chat a bondi. Donc, c'est ça. On ne devrait pas. La leçon qu'il faut tirer, c'est que la femme ne devrait pas, quel que soit ce que l'on dit, quel que soit ce que l'homme pose comme acte, ce n'est plus le moment. Parce que, en temps, si elle me dit que tous les enfants ne sont pas pour moi, ça veut dire que j'étais en temps fertile et que j'ai fait des enfants. Ce n'est pas que j'ai été impuissant. On n'a pas dit ça dans le départ, dans tout ce que nous avions appris là. Ce n'est pas que le type n'a pas du tout fait enfant. Il dit que parmi les enfants, c'est qu'il y a d'autres qui ne sont pas pour lui. C'est que lui-même, la femme reconnaît que le type a été fertile peut-être à un mois donné et le type a fait des enfants. Si le monsieur a fait des enfants, pourquoi annoncer ça maintenant? Peut-être que c'est sous l'effet de la colère aussi. Il faut y penser. Peut-être que c'est sous l'effet de la colère, au détour d'une dispute, qu'elle a peut-être lancé ça comme ça au mari. Le docteur va nous dire tout à l'heure comment déterminer certainement la paternité. Il aurait pu attendre, vérifier les faits. Justement, et ça m'emmène à demander à Bruno. Bruno, quelle devrait, Amos Bokodaro, patienter un peu, vous aurez la parole tout à l'heure. Bruno, quelle devrait être la posture de cet enseignant qui se rend donc coupable du fait de ce crime odieux? Quelle devrait être sa posture quand il a appris cette nouvelle? Je pense, Herman, qu'il s'est précipité. Et à ce jour, je peux vous assurer, on ne peut pas réveiller les morts, etc. Mais je suis sûr que si on cherche, il peut découvrir des choses qu'avec un peu de patience, il aurait pu découvrir et mieux comprendre. Parce que là, il a pris une décision a priori sur ce que la femme lui a jeté au visage comme ça. Et donc, je dis, il aurait pu patienter un peu. Et on est en Afrique, on a une société qui a ses normes, on peut dire ça comme ça. Il aurait pu convoquer une réunion. La femme est issue d'une famille, lui-même il est issu d'une famille. Ils auraient pu peut-être se retrouver, tenir une rencontre, parce que je pense que son calme, d'accord, même si c'est dans l'apparence, aurait plutôt donné plus de confiance à la femme à se vider sur ce sujet que la fureur. Parce que la fureur aurait amené la femme à retenir des informations si elle en avait plus encore. Mais un calme, même s'il est apparent, je dis, aurait pu quand même amener la femme à mieux. Donc autour d'une, je sais pas, d'une réunion, vraiment, elle ne peut pas être conviviale parce qu'il y aura la tension, mais au cours d'une réunion où il montre vraiment qu'il est très ouvert à la discussion, il est très ouvert à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a amené cette femme à être infidèle à un moment donné, parce que c'est ça, il faut aussi la mettre en confiance pour qu'elle puisse véritablement donner des informations si elle en avait encore. Et après cela, ils auraient pu ensemble maintenant décider. S'il ne veut pas des enfants, parce qu'il se rend compte que ce n'est pas son sang, ces enfants-là ont un père, il peut les retourner, c'est une décision. On pourrait dire c'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu, mais décider sur le coup de mettre fin à des vies humaines, c'est vraiment crapuleux. Alors, Amos Bokodaro, comment déterminer la paternité? D'abord, avant de répondre à cette question, vous me permettrez de dire un mot, mon avis personnel sur le sujet en analysant sous un autre angle. La question qu'on est en droit de se poser, c'est de savoir ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui a pu se passer
pour qu'un pépé, un papa, un éducateur, une autorité morale, un enseignant, un formateur, arrive à une telle extrémité. Et la réponse que moi je trouve tout de suite, c'est qu'on est dans une humanité où de plus en plus les valeurs sont renversées. Les valeurs morales sont renversées, les valeurs religieuses sont renversées, les valeurs spirituelles sont renversées, les valeurs sociales sont renversées. Lorsque la Saint aura été suffisamment mis sur le fait que l'infidélité est un poison pour la vie en couple et qu'il vaudrait mieux ne pas se marier que de se marier en pratiquant l'infidélité. Lorsqu'on aura insisté sur le fait que la colère est un poison qui détruit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, lorsqu'on aura compris que la vie humaine est sacrée et que nul n'a le droit de se loter ou de loter à une tierce, lorsqu'on aura enseigné suffisamment la maîtrise de soi, je pense qu'on aura réussi à défaire notre monde de ces pratiques d'une rare barbarie, de ces pratiques de bas étage qu'on ne trouve même pas dans le rang des animaux. Donc c'est ce que moi je peux comprendre. Il faut qu'on fasse en sorte, et c'est vous d'ailleurs, les hommes des médias, les sociologues, les enseignants, les leaders religieux, etc. Nous devons insister suffisamment sur les valeurs morales afin qu'elles soient plus que jamais rétablies. Cela étant dit, est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes? Peut-être. Est-ce que cette femme a menti? On ne sait pas. Quelle est la preuve que les enfants n'étaient pas les siens? C'est pourquoi je parlais de maîtrise de soi. Vous voyez un peu. Prenez quelqu'un qui a au-delà de la cinquantaine, parce que la retraite ne va pas à la retraite qui veut, mais quelqu'un qui a eu à traverser tout un processus dans sa vie professionnelle. Et n'importe qui n'accepte pas la retraite. Vous voyez un peu. Donc un monsieur de cet âge-là, pour ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, qui est malade, il serait diabétique, avec comme conséquence une des complications du diabète, un pied diabétique. C'est-à-dire un pied qui s'est gangréné. Il a été victime, il a bénéficié d'une amputation. Vous comprenez? Voyez un peu les traumatismes psychologiques. Bon, il a bénéficié parce que, pour parler langage médical, puisque si on n'amputait pas, cela pouvait attenter à sa vie. C'est pourquoi je parlais de bénéfice. C'est un bénéfice entre griffes. Vous voyez un peu. Ensuite, il est impuissant selon ce qu'on aurait appris. Perdre sa virilité pour un homme. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Se morfondre sur le fait qu'on ne peut plus subvenir aux besoins de sa femme. Si on peut voir sa femme toute bête, parce qu'on a vu la dame, et se dire je ne peux plus rien faire. Ces successions de traumatismes psychologiques ont fait que ça a explosé. Ça ne justifie aucunement. Rien ne pouvait justifier une telle barbarie. Mais je suis en train de voir qu'est-ce que nous avons manqué de faire. Est-ce que ce monsieur a bénéficié de toute l'assistance psychologique, psychiatrique nécessaire? La réponse est non, certainement. Est-ce qu'après l'amputation, est-ce qu'il a eu un psychiatre qui l'a suivi? Est-ce qu'il y a eu un psychologue qui l'a suivi? Est-ce que dans les complications de son diabète, l'impuissance est une complication du diabète, est-ce qu'un psychologue l'a suivi? Est-ce qu'un psychiatre l'a suivi? Nous sommes tous des malades mentaux qui s'ignorent. Et nous avons tous besoin d'un psychologue, d'un psychiatre, pour pouvoir temporiser nos élans, pour pouvoir faire en sorte que le diable, le démon qui est en nous, ne s'échappe pas pour créer des dégâts. Donc c'est sous ce temps, moi je fais l'analyse pour dire que son acte est répréhensible, son acte n'est pas explicable, mais c'est un monsieur qui était en souffrance psychologique, c'est un monsieur qui était en dépression, et qu'on n'a pas pu contrôler et qui est passé de l'autre côté. Qui est devenu un danger pour la société. Eman, tu permets, docteur Amos Bokolaro disait tout à l'heure qu'il faut consulter un psychologue ou un psychiatre. Mais déjà, vous savez que dans notre société, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est ma question. Dans notre société, quand tu en arrives à vouloir parler à quelqu'un, à un psychiatre ou à un psychologue, on suppose en même temps que tu es fou ou que tu es folle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive, pour qu'on arrête de... Consulter un psychologue ou un psychiatre n'est pas forcément ancré dans les habitudes ici sous les tropiques, plus encore chez nous au Bénin. Et c'est dommage. C'est dommage parce que vous aussi, les journalistes, vous vivez le stress au quotidien. Prenez chaque Béninois, la vie socio-économique, le contexte socio-culturel,
la pression du boulot, les contraintes du boulot, les pressions familiales. Qu'est-ce que l'enfant va manger? Qu'est-ce que l'enfant va boire? Et tout, et tout. C'est pourquoi dans les pays occidentaux, les gens n'hésitent pas à faire la violence sur eux-mêmes en se suicidant. Vous voyez un peu? Donc, autant que nous avons besoin de psychologues ou de psychiatres pour discuter, pour faire une psychothérapie de soutien, pour nous réarmer psychologiquement et mentalement. Et ce n'est pas seulement, psychiatre ne veut pas dire maladie mentale. Vous comprenez? Mais il faut que la personne intervienne pour maintenir un équilibre psychique sans lequel nous pourrons certainement passer de l'autre côté, surtout si nous avions une personnalité fragile. Alors, Amos Bokodaro, justement, pour en revenir à la question que je vous ai posée au départ, comment déterminer la paternité? Oui, il y a des méthodes archaïques et des méthodes modernes. Jadis, les gens se basaient sur le groupage sanguin. Parce que je donne un exemple. Quelqu'un qui est, je suppose le papa est O, la maman est O, le O étant récessif, on ne peut pas donner un enfant A. Cela va peut-être ressortir de l'extraordinaire. Nous sommes tous de O, on va donner un enfant A, non. Donc avant, on faisait ces petits tests-là. On fait le test du groupe sanguin pour le papa, on fait pour la maman et on voit si ça correspond au groupe sanguin de l'enfant. Mais parfois, c'est nuancé. Parce que quelqu'un qui est A et qui est hétérozygote peut être AO, parce que le O ne s'exprime pas. Et supposer la personne est A et fait un enfant O, on va dire, mais attention, qu'est-ce qui s'est passé? Mais si le papa est A et la maman est A, l'enfant peut être O si les deux étaient des hétérozygotes. C'est pourquoi ce test n'est pas aussi fiable. On applique aussi l'électrophorèse. Deux personnes AA ne peuvent pas donner un enfant AS. Vous voyez un peu? Absolument. Deux personnes SS ne peuvent pas donner un enfant AA. Mais le test le plus indiqué, c'est le test ADN. C'est ce test-là qui permet de confirmer les liens de filiation. C'est ça. Et cela obéit à une prescription juridique définie. Cela se fait au Bénin, bien sûr, à l'ISBA, au laboratoire de cytogénétique de l'ISBA. Et cela obéit, comme je l'ai dit, à une prescription juridique. C'est sur réquisition d'un juge. C'est-à-dire qu'il faut d'abord déposer une plainte au tribunal. Et c'est sur réquisition d'un juge qu'on autorise toutes les parties prenantes du conflit à faire le test. Et pour le coût, si vous voulez savoir, ça fait environ 175 à 180 000 par personne impliquée dans le test. Mais on ne se lève pas comme ça pour y aller. Il faut aller au tribunal, déposer une plainte, et là, le juge sort une réquisition pour autoriser les personnes à le faire. Et ça peut se faire par des prélèvements dans la bouche. On utilise des écouvillons, c'est-à-dire coton-tige si vous voulez. On utilise des écouvillons pour faire des prélèvements dans la bouche. Ensuite, on peut aussi le faire en périnatal. Supposons, lorsque l'enfant est encore dans le sein de la maman et que le papa doute de la paternité, la science a évolué. Déjà à 9 semaines, on peut prélever le sang de la maman parce que ce sang contient une partie de l'ADN de l'enfant. Et on fait ce test parce que l'enfant hérite de la moitié de l'ADN de son papa et de la moitié de sa maman. Donc lorsque je revendique la paternité et qu'on fait le test ADN et qu'on voit qu'il n'y a même pas de ressemblance entre nos deux ADN, là la conclusion. Donc pour le test, les trois parties sont impliquées, le père, la mère et l'enfant, vous voulez dire? Non, je dis toutes les parties impliquées. Je suppose que deux personnes M. Bruno et M. Ange-Marie, je dis n'importe quoi, sont en train de revendiquer la paternité d'un enfant. Vous, Ange-Marie et l'enfant. D'accord. Et la femme aussi? Non, la femme n'est pas concernée. La femme, il y a aussi les tests de maternité. Parfois, on veut prouver qui est la maman. Et là, on peut faire à la maman aussi. Bon, mais alors, malheureusement, Didas, on n'a plus le temps. Non, je voudrais quand même... En 30 secondes. Oui, je voudrais dire que pour éviter ce genre de crimes, il faut qu'on cesse d'intimider les femmes. Parce que si vous avez un homme diabétique qui n'est plus performant, et qu'on dise qu'ici on ne sort pas, si on sort, c'est Vaudou qui vient, c'est ce qu'on apprend après. Si la femme... Mais vous-même, vous le dites tout le temps, c'est l'éducation par la peur, disait... Il faut que... Oui. Monsieur Didas, si l'homme n'est plus performant, qu'on mette fin au mariage.
Oui, mais pour écoutez, permettre aux deux personnes de s'épanouir. On va y revenir. C'est un fait sociétaire parce que oui. le fait de tromper son homme sous le toit, sous son toit, c'est dangereux aussi pour l'homme. On va faire un autre plateau prochainement, Amos, sur l'infidélité. On va faire un autre plateau sans nul doute. On va faire un autre talk sur l'infidélité dans le couple pour pouvoir essayer d'analyser tous les contours, de ce phénomène-là. Mais déjà, on en a beaucoup appris sur comment déterminer la paternité. Et je crois ça va faire peut-être, on va dire, ça va inspirer d'autres personnes, des personnes qui peut-être sont dubitatives ou suspicieux. Donc, non mais... à se rapprocher du tribunal. Oui, c'est pour dire qu'ils n'ont pas besoin d'en arriver donc à ce cas de boycott qu'on est en train d'évoquer, mais il y a des solutions, on va dire, beaucoup plus scientifiques qu'ils peuvent exploiter pour se donner raison. En France, par exemple, un enfant sur 25 est concerné par ce problème de paternité. Un enfant sur 25. Au Bénin, on n'a pas les statistiques. On n'a pas encore les statistiques. Mesdames, messieurs, à présent, Bruno, le quiz. Le quiz, Amos connaît déjà le principe, Didas aussi, donc plus besoin de le rappeler. De facto, équipe A, équipe B, équipe A à gauche, équipe B à droite. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Si oui, validé par acclamation. On est en assemblée générale. Allez, qui suis-je? Ou que suis-je? J'ai été inauguré en grande fanfare et avec enthousiasme populaire. Jardin interdit d'accès aux jeunes. Je suis accessible depuis des lustres à toute la population. J'étais le lieu privilégié pour des manifestations commémoratives de la Révolution populaire du Bénin. Je représente un long pilier coiffé par la statue d'un brave homme armé, arme à l'épaule, un fagot de bois dans la main gauche rouge. Et soulevant. L'étoile rouge. Étoile rouge. Bonne réponse pour Bruno. Je représente un long pilier coiffé par la statue d'un brave homme, arme à l'épaule. Donc, un fagot de bois dans la main gauche et soulevant une houe avec la main droite. Je suis un vestige de la période révolutionnaire. Je suis la place de l'étoile rouge. Bonne réponse pour Bruno. Qui suis-je? Je suis né le 10 novembre 1929 à Porto Novo. Je suis un ancien dirigeant de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et cofondateur du mouvement africain de libération nationale. J'ai occupé de hautes fonctions. Si c'est une bonne réponse, vous empochez un point d'IDAS. Et c'est une bonne réponse, nous dit Fanny Borissa. Ouais, que grand-mère, déjà avec les indices au départ, grand-mère a pu identifier. J'ai occupé de hautes fonctions, secrétaire d'État à la présidence de la République, ministre de l'Information, poste que j'occupe jusqu'à ma désignation comme secrétaire général de l'Union africaine et malgache, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. J'ai été aussi médiateur de la République, surnommé le renard de Dregbe. Je décède 4 jours avant mon 90e anniversaire. Je suis Albert Tévouedre. Que suis-je? Nous sommes un groupe musical fondé en 2005 dont l'instrumental fait état d'un nouveau concept dans la musique ouest-africaine. Au départ, nous étions 3, Fatou Kosivi Sourou, Blaise Ayaou Mensan et Keita Adams. Toufan. Nous avons initié une danse qui en elle-même paraît simple, mais il s'agit d'un mélange de mouvements de cou accompagné par une présentation de pieds opposée à la logique imposée par les mouvements de cou. Finalement, nous ne sommes que 2 à poursuivre l'aventure. En 2013, nous avions créé une nouvelle danse dont la gestuelle a pour but d'esquiver les jaloux. On nous doit l'hymne des Coupes d'Afrique des Nations 2012 et 2015, le Koul Kaché et le Goueta. Voilà nos créations. Master Just et Barabas, voilà nos noms de scène. Nous sommes un célèbre groupe togolais et d'Afrique. Nous sommes les Toufan. Bonne réponse pour Bruno. Nous sommes à 2-1. Nous sommes à 2-1. Bruno qui reçoit là un double applaudissement. Que suis-je? Je suis l'une des rues commerçantes les plus connues au monde. Mon origine remonte à 1640 avec la plantation d'arbres alignés. Depuis 1724, j'ai maintenu mon tracé rectiligne. Champs-Élysées. Oui. Didas qui sort un match monstrueux. Didas qui sort un match monstrueux. Depuis 1724, j'ai maintenu mon tracé rectiligne actuel et en 1994, d'importants aménagements ont été entrepris pour améliorer considérablement mon aspect. À l'heure actuelle, je constitue à la fois un espace privilégié pour les addicts du shopping et l'un des plus beaux lieux où se promener. Mon nom est tiré de la mythologie grecque et désigne un lieu équivalent au paradis décrit dans le christianisme, avec une longueur de presque 2 km. Je relie l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde. Je représente la plus belle et la plus célèbre avenue de Paris. Je suis les Champs-Élysées. Bonne réponse. Et dernière question. Je suis l'une des 7 merveilles du monde antique, la plus ancienne et la seule qui ait résisté jusqu'à nous.
et à l'action du temps et au tremblement de terre, je constitue encore un mystère aujourd'hui, de forme rhomboïdale, mesurant 105 mètres de haut. Je suis une richesse de l'Égypte et quelque peu le mot... Et quelque peu le mausolée des pharaons. Je suis les pyramides d'Égypte. Merci Amos, merci Bruno, merci Didas. Finalement, le score est de 3-2. Ils vous ont coiffé sur le fil du rasoir. Merci à tous, madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, cette émission a été préparée et réalisée donc par l'ensemble de l'équipe de La Parenthèse. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne chaque matin. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir et à bientôt.